Comment rendre justice à ces savoirs sans les transformer, sans les absorber puis les redigérer. C'est vraiment un problème épistémologique de base. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Brocante des Savoirs. Je suis Gilbert Dabina dans vos oreilles, enseignant-chercheur à l'Université de Maroua. J'ai créé ce podcast il y a quelques temps pour parler des savoirs dans leur diversité. Savoir scientifique, savoir universitaire, savoir des grammaires, philosophie, littérature, mathématiques, histoire, linguistique. Tout doit y passer dans la Brocante des Savoirs. Voici aujourd'hui dans la saison 2, la saison 1 étant tout simplement un ballon d'essai où je me suis amusé avec mes étudiants de parler des problèmes de communication, de crise, des problèmes d'édition et de publication scientifique, de PSYOP. PSYOP, c'est aussi l'histoire d'un mauvais film d'espionnage. L'illégalité de PSYOP était faite, mais sa contribution dans l'évolution de la science... C'est bel et bien le rendez-vous du storytelling dans la Brocante du savoir. Le deuxième chapitre, quant à lui, présentera l'archéologie de la crise. Pile dans le mille, l'affaire Martin Kamimump est une sextape. Pour vous présenter cet épisode de la Brocante des savoirs, je suis OTS, 3 lettres de l'alphabet français qui ont fait plier tout un gouvernement, 3 lettres qui ont produit l'effet d'un séisme. Dans la saison 2 de ce podcast, on aura parlé d'informations scientifiques et techniques, de philosophie, de sciences ouvertes, de courtage de connaissances. Bonjour, je me nomme Tony Ziti, je suis docteur en pharmacie et également docteur en santé publique, plus spécifiquement docteur en recherche sur les systèmes de santé dans le domaine de la santé mondiale. Je suis Cécile Moussou, je suis bibliothécaire dans un centre de recherche. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Donc j'ai commencé par ce qu'on appelle l'appui aux chercheurs. Donc c'est les aider à rechercher l'information. D'accord, je m'appelle Innocent Zilan, je suis actuellement doctorant en sciences de l'information, de la communication. Je travaille sur la question de l'invisibilité des productions scientifiques en Afrique subsaharienne francophone au regard de la science soviétique. Philosophie, Sophia Phili, qui es-tu donc pour que cet enfant s'attache à tes leçons? Mon fils, quand tu t'engages en philosophie, commence par lire le monde de Sophie. Là, tu trouveras de très belles histoires qui te nourriront nécessairement d'espoir. Évite de sombrer dans le pessimisme, mais arme-toi vraiment de plus d'optimisme. Sache que tu partiras de ce qu'on t'a appris. C'est le chemin que les autres ont déjà pris, qui te mènera comme une dialectique pour quitter cet univers de la sophistique. Philosophie, mais de quelle patrie viens-tu? Mon fils, c'est l'objet de tout un débat, vois-tu? Les Grecs lui avaient donné le nom qu'elle porte, après que de l'Afrique elle se déporte. Philosophie, 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 philosophie. Mais pour lancer cette saison, je vous invite à écouter avec moi une intervention, une opinion sur les 3 problèmes de la recherche. Alors c'est un élément qui m'a été envoyé lorsqu'on préparait l'épisode sur PSYOP et Alessandra Elbakian. Le chercheur, que vous allez découvrir bien évidemment, s'exprime sur sa perception de la recherche scientifique en Afrique francophone avec ces 3 problèmes selon lui. Chino Milatagia, électrochimiste analyste
à la faculté des sciences de l'université de Maroua. J'ai rencontré Merlin dans les réseaux sociaux, dans les échanges entre scientifiques de différentes disciplines. Je vous avoue, c'est quelqu'un qui a le verbe tenace et qui tient dur comme ferme à ses positions. On a mangé dans un petit restaurant dans la ville de Maroua, on a discuté de science, de la vie, de politique, de ce pays, de sa beauté, mais surtout de la richesse de l'extrême nord. Merlin, c'est aussi un Humboldt. Si vous voyez ce que ça veut dire dans la recherche, c'est un peu la consécration dans la carrière d'un jeune chercheur. Vous voyez ? Alors, les difficultés auxquelles nous faisons face dans le cadre de nos activités de recherche sont essentiellement de 3 ordres. On a le manque d'infrastructures, le manque d'équipement et surtout une mauvaise politique de financement de la recherche. Au niveau des infrastructures, c'est peut-être difficile à croire, mais il y a des endroits où on a encore des soucis à avoir accès aux 4 murs. C'est-à-dire 4 murs comme ça qui peuvent abriter les chercheurs. On les a pas encore dans certains endroits. Puis il y a le manque d'équipement qui est un problème qui est même plutôt général. Voilà, c'est lié au fait que peut-être on n'accorde pas suffisamment d'importance à la recherche. La recherche n'est pas suffisamment encadrée chez nous, on est un peu trop dispersé. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'il faut financer et bon, ça fait en sorte que les équipements qu'il faut ne sont pas toujours là. La priorité est peut-être ailleurs. Et puis, on a surtout la mauvaise politique de financement de la recherche. Si je prends le cas du Cameroun, par exemple, on fait face actuellement à une véritable aberration, c'est-à-dire que l'argent de la recherche est carrément viré dans les comptes bancaires des particuliers. C'est de l'inédit quasiment dans le monde que la recherche soit financée de cette façon-là. Il est évident que quand vous financez la recherche comme ça, vous n'irez absolument nulle part. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort dans ce genre de contexte-là? Essentiellement par la coopération, c'est-à-dire que les gens cherchent des partenariats à l'étranger et avec ces gens-là, on arrive à faire ce qu'on peut faire. Ils vous donnent accès à leurs équipements, ils vous donnent accès à leur financement. Voilà. Et en contrepartie, vous partagez un peu votre savoir avec eux et puis vous puisez là-bas aussi ce que vous pouvez puiser. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Voilà, même jusqu'au déplacement pour aller aux conférences à l'extérieur, voilà. On est encore à ce niveau-là, on commande un peu de l'étranger. Donc, la recherche chez nous, voilà, ou tout au moins celle qui est visible est encore financée par l'étranger. Alors que nos pays mettent beaucoup d'argent dans la recherche. Moi, je vais parler particulièrement du cas du Cameroun. Le Cameroun met énormément d'argent dans la recherche, contrairement à ce qu'on peut croire. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, c'est très, très, très mal orienté. C'est-à-dire, une bonne partie de cet argent-là est virée carrément dans les comptes bancaires des particuliers dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous l'allocation pour la modernisation de la recherche universitaire, ce qui est une véritable aberration. C'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on arrive à ce point-là où on vit l'argent de la recherche dans les comptes bancaires des particuliers? C'est quelque chose qu'il faut changer si on veut que la recherche passe à un autre niveau dans ce pays. Bon, il y a aussi un problème auquel on fait face, mais je dirais que c'est un vieux problème. C'est le problème d'accès à la littérature. Bon, je dis ce vieux problème parce que c'est quand même déjà un peu maîtrisé. Avec l'arrivée des Sci-Hub, les choses ont un peu changé. Donc, c'est une plateforme qui est venue un peu révolutionner la recherche des documents sur Internet. Avant, comment est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire que avant, on avait la possibilité, et c'est comme aujourd'hui, d'avoir accès à tout ce qui est open access. Là, il y a pas de souci. Mais par contre, où il fallait une souscription pour pouvoir avoir accès à la littérature, alors là, on était buté. Il fallait forcément avoir quelqu'un à l'étranger qui est dans une université ou dans des instituts, des gens qui sont dans des instituts de recherche
où on a les souscriptions à tous ces journaux-là, à toutes ces littératures payantes. Et comme ça, il fallait juste amasser des références et puis envoyer. Bon, et quelqu'un vous aide à télécharger et vous retourne les documents. Voilà un peu comment on fonctionnait avant l'arrivée de Sci-Hub. Et Sci-Hub est arrivé. Il y a un système de partage tout à fait banal, hein, mais qui a carrément révolutionné la façon de faire la recherche pour nous autres. C'est-à-dire que des gens qui ont accès à ces souscriptions-là, ils partagent tout simplement l'accès avec d'autres personnes de manière tout à fait indirecte. Donc avec Sci-Hub aujourd'hui, on arrive à télécharger quand même beaucoup plus de documents qu'avant. Bon, il est bien vrai que c'est Sci-Hub, cette plateforme-là, est la bête noire des maisons d'édition, mais bon, les chercheurs y trouvent leur compte. Et les gens sont souvent un peu surpris de voir que la majorité des personnes qui consultent Sci-Hub sont plutôt dans des pays aisés, des pays qui n'ont visiblement pas beaucoup de difficultés à financer la recherche. Et moi, j'ai compris ça récemment. J'ai compris pourquoi la majorité des personnes qui consultent Sci-Hub sont de ce côté-là. En fait, le problème, ce n'est pas que les gens n'ont pas accès à la littérature comme nous ici. C'est que il y a un problème de renouvellement des souscriptions. Du coup, comme tout va vite et il y a beaucoup de contenu qui arrive sur les plateformes, les instituts de recherche et les universités ne sont toujours pas à jour au niveau des souscriptions. Donc, pour avoir accès à de la littérature récente ou alors très récente, même dans ce pays-là, on est obligé de faire recours à Sci-Hub. C'est ce qui explique un peu que vous voyez des pays où on n'a pas des soucis de financement de la recherche, avoir autant recours à cette plateforme-là qui est un peu une forme de plateforme de piraterie. Hein. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on s'en sort. On se démène comme ça avec la collaboration, la piraterie à travers Sci-Hub et voilà un peu comment ça marche. C'est que le positivisme, il est institutionnalisé dans le fonctionnement même de l'université. C'est tout pour cet épisode de la Brocante des Savoirs. À partir du mois prochain, vous aurez 2 épisodes par mois. La Brocante des Savoirs, c'est le comptoir des savoirs de grammaire, mais également des savoirs positifs. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour la suite. C'est une révolte, quoi. Une révolte contre ces savoirs élitistes. J'ai toujours senti qu'il y avait d'autres savoirs intéressants et qu'on en avait besoin pour avancer. C'est pareil dans la recherche, dans la science.